Et c'est Ghislain Benassa qui est avec nous ce matin. Bonjour Ghislain. Bonjour Alexis, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va d'abord parler évidemment de l'actualité, de ce qui se passe, au Moyen-Orient, mais aussi de ce livre, qui, nous montre combien la France a été trahie par des petits Macron des années 50, 60, 70 et puis aujourd'hui Emmanuel Macron, au profit de ce machin qu'est l'Union européenne. Mais d'abord peut-être un mot sur, cette, escalade, ce qu'il se passe, en ce moment, en Iran et le choix du président de la République d'envoyer le Charles de Gaulle, qui était pourtant dans la Baltique, hein, pour sécuriser les appuis face à l'ennemi russe, pour le décaler et l'emmener en Méditerranée pour protéger nos emprises et être en position défensive, comme le dit Catherine Vautrin. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est simplement pour montrer à Donald Trump qu'on est un vassal comme les autres et qu'on obéit bien comme il faut pour dire qu'on est là quand il faut? Écoutez, très simple, et c'est triste d'ailleurs, comme d'habitude, moi j'ai presque laissé tomber la lisibilité des paroles d'Emmanuel Macron. Alors non pas seulement pour la longueur et la médiocrité, il faut bien le dire, de ses allocutions qui se succèdent depuis maintenant 9 ans, mais parce qu'en Ouais. fait, en quelques jours, on a eu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je me permets Alexis, hein, je pense qu'il faut replacer cette question dans la question aussi de la dissuasion nucléaire qui a donné lieu D'accord. à une allocation un peu invraisemblable en même temps. Donc, j'ai le sentiment surtout qu'Emmanuel Macron racole en fait à tous les étages. Alors, il racole au niveau du nucléaire pour dire que je garde le bouton, mais j'envisage un conseil de pilotage avec les Européens pour masquer le fait qu'en réalité, c'est à nouveau un engrenage de plus dans l'européanisation, en quelque sorte, de la défense française et du nucléaire Ouais. français. Et à côté, je pense qu'effectivement, sur le porte-avions, je pense que, comme d'habitude, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a envie de montrer en situation A, j'ai envie de dire, il a sa voix à lui et qu'il prend ses distances à l'égard on va dire, des États-Unis par moment pour montrer qu'il existe. Et en même temps, comme à chaque fois, là encore, il racole, c'est-à-dire où il tapine dans le bureau du président. À l'époque, il le faisait avec Ursula et les autres. Vous vous rappelez cette image absolument invraisemblable des chefs d'État européens qui regardaient Trump De comme un Trump. écolier regarde le maître. Et là, je pense que exactement de la même façon, tout en prétendant avoir son axe stratégique sur la question nucléaire, le lendemain, il est inféodé aux États-Unis comme d'habitude, parce qu'en fait, il essaie de manier le en même temps une énième fois. Et en 2-3 jours, on a eu en même temps sur la guerre en Iran, sur le nucléaire. Je pense que c'est du Macron typique, il n'y a pas Ouais. grand-chose à en attendre. Et je pense que de toute façon, sur l'Iran, comme c'était le cas sur Israël à l'époque, au lendemain du 7 octobre, on aura droit à des changements de version et à des changements de pied à peu Oui. près tous les jours en fonction des intérêts en présence. Ça s'appelle la doctrine Emmanuel Macron. Mais justement, cette doctrine, alors elle est extrêmement grave, en ce qui concerne la dissuasion nucléaire puisque, tous les macronistes étaient là pour nous dire: «Vous savez, le discours du président est très clair, Mmh. on reste sur, le principe, du président de la République qui est le seul à avoir la décision finale. La dissuasion reste 100% française» et puis le jour même, vous avez un comité conjoint, enfin un communiqué pardon conjoint entre, Macron et Merz, chancelier allemand, qui explique qu'un groupe de pilotage sur la dissuasion nucléaire va être mis en place, dans lequel on va retrouver l'Allemagne. Et pire encore, on apprend que les avions, les bombardiers allemands pourront transporter une bombe nucléaire française. À quel moment, en fait, c'est clair? En fait, alors, d'une part, comme je le dis à l'instant, c'est la doctrine Emmanuel Macron, c'est le en même temps. En fait, alors pour rester sur son discours une seconde sur le nucléaire, il a Ouais. fait un discours en 2 temps, qui est typiquement le discours d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, dans un premier temps, je rassure tout le monde. D'ailleurs, vous avez remarqué, Alexis, qu'il rassure si bien que l'opposition d'ailleurs, pas tout le monde, mais la plupart des têtes de l'opposition parlementaire ont tout de suite dit que c'était un grand discours d'Emmanuel Macron, parce qu'ils sont, comme d'habitude, ils sont restés dans le temps 1 de son discours, c'est-à-dire le président de la République française conserve le doigt sur le bouton nucléaire. Je rappelle que c'est une évidence telle qu'il n'y a même pas besoin de le C'est pas rappeler, étraper, c'est ça, ouais, voilà, ouais, ouais. je veux dire, ça va avec le job en quelque sorte. Et en fait, le problème, c'est que dans la deuxième partie, il a annoncé que tout en conservant la mainmise sur le nucléaire, enfin théoriquement, le nucléaire français reste à Paris, si je puis dire, il a lui-même annoncé que dans ce cadre-là, il y aurait l'ouverture d'une idée de penser le nucléaire à l'échelle de l'Europe. Et en fait, là, je fais le lien immédiatement, je me permets, Alexis, avec mon livre, c'est qu'en fait, Bien sur sûr. nos vrais maîtres, c'est qu'en fait, ce que j'ai tenté de montrer, et l'actualité me donne une énième fois raison, j'aimerais, je vous avoue, avoir tort, c'est qu'en fait, la doctrine Macron, c'est la doctrine Europe. C'est que Ouais.
L'idée, c'est de ne jamais annoncer ce qu'on est en train de faire pour jouer sur les effets d'engrenage implicites. Et Emmanuel Macron, c'est ce qu'il fait depuis 9 ans. Il en est devenu d'ailleurs le meilleur porte-parole en quelque sorte de cette méthode. C'est il annonce quelque chose et il fait le contraire le lendemain, ou plutôt il annonce quelque chose et par la bande il fait le contraire. Donc en fait, c'est exactement la répétition de l'affaire qu'on connaît bien. C'est que dans un premier temps, et d'ailleurs dans le même discours, il dit je garde le nucléaire français à Paris, ne vous inquiétez pas, et il fait le gaullien au petit pied, ce qui est franchement C'est ça, ouais. un viol du gaullisme. Je veux dire, bon, ça ne choque plus beaucoup de monde puisque le gaullisme est trahi depuis longtemps. Et en même temps, il annonce un conseil de pilotage, c'est-à-dire une gouvernance du nucléaire qui serait partagée d'une manière ou d'une autre avec les Allemands. Ça veut dire qu'on a exactement la doctrine Macron, tout et son contraire en même temps, une espèce de dialectique qui, dans certains domaines, est moins nocive, mais qui, dans ce domaine, est carrément qui frôle la traîtrise, il faut bien le dire, ou la haute Ouais. trahison. Ce qui me frappe, c'est que le RN a annoncé et parlé de haute trahison il y a quelques jours. Et quelques jours plus tard, ils ont laissé le discours au placard et la formule au placard sous prétexte que le discours de Macron serait rassurant. Et comme Il y a rien d'habitude, de rassurant. l'enfumage gagne d'une manière ou d'une autre. C'est le rouleau compresseur depuis 9 ans. Non, mais c'est scandaleux de penser que ce discours est rassurant. Encore une fois, quand on voit la propagande autour de ce discours pour faire croire qu'il est clair, alors que clairement ce qui se profile, c'est un comité de pilotage européen de la dissuasion nucléaire française avec, je l'ai dit, hein, la possibilité à des avions, à des bombardiers allemands de transporter la bombe nucléaire française. C'est tout sauf clair. Et ce qui est clair pour moi, c'est que c'est encore une trahison, avec l'histoire secrète. Effectivement, on fait le lien avec votre livre qui vient de sortir, aux éditions de l'Artilleur. Les hommes qui vendent la France à l'Union européenne. C'est-à-dire que ce capitularisme, enfin, je sais pas, les capitulars, ceux qui sont achetés, les vendus, les traîtres, ils construisent l'Union européenne depuis des années. Hein. Si on remonte à l'origine, alors on sait qu'il y a Walter Einstein, un ancien SS, bien sûr, mais il y a Jean Monnet, il y a tous les autres. Est-ce qu'on peut faire le profil de ceux qui ont trahi l'intérêt national pour ce rêve européen qui part peut-être d'un bon sentiment pour certains, mais pour beaucoup quand même d'une volonté de trahir au profit de l'allié transatlantique ou d'une superstructure qui en finira avec les nations vues comme les dangers pour la paix dans le monde. Écoutez, c'est très simple, là, je suis obligé de dire une énième fois que c'est très simple, mais je suis Ouais. contraint presque de le dire. C'est que, en fait, en travaillant depuis des années sur ce sujet et évidemment en étant quelque peu polarisé comme beaucoup de gens sur la fin de règne d'Emmanuel Macron, quand tout ça se Oui. terminera-t-il? En quelque sorte, vous savez, j'ai fait des recherches, comme n'importe qui et j'ai commencé à farfouiller parmi ce que j'ai appelé nos vrais maîtres, qui sont les vrais dépositaires du pouvoir en fait juridictionnel et juridique du pouvoir européen, puisque comme disait Hallstein, l'ex-SS, Ouais. l'Europe c'est rien que du droit, donc il faut la victoire du droit pour la victoire de Mais l'Europe. d'ailleurs, on nous vend l'état de droit, c'est nos valeurs européennes, hein, c'est ce fameux état de droit, qu'on piétine quand il est question de censurer, RT France, par exemple, ou quand il est question de mettre des fatwas sur, Jacques Beau ou, Xavier Moreau. Il y a plus d'état de droit, mais par contre, effectivement, l'Europe, c'est cette construction où on défend la démocratie en censurant la parole publique, par exemple, avec ces lois du DSA. Enfin, on a l'impression que c'est quand même de plus en plus ouvertement un projet autoritaire, totalitaire, qui ne se cache plus, mais le petit discours reste le même. L'Europe de la paix, l'état de droit, les valeurs. Comment c'est possible cette dissonance cognitive à ce point-là? Il faut comprendre quelque chose qu'on sait un petit peu, mais je pense qu'il faut mesurer l'impact d'un tel procédé. C'est que le premier jour, lors de la construction de l'aventure européenne, le premier jour à la première heure, l'Europe a été créée évidemment avec l'assistance financière et le soutien politique des États-Unis dans l'ombre, hein, naturellement. Ouais, Ce que ouais, je raconte dans le bouquin, la Fondation Ford, les États-Unis, la main des États-Unis est partout. Mais il faut bien se rendre compte que le premier jour, première heure, dans le bureau de Jean Monnet, il y a 4 personnes, pas plus, qui discutent de l'Europe. 4. Et évidemment, Jean Monnet notamment, hein, qui est le parrain de tout ce monde, jusqu'à Emmanuel Macron. À mon avis, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'est rien d'autre qu'un visage rajeuni, lui aussi passé par une banque d'affaires, devenu le patron de l'Europe comme Jean Monnet en ouais, son temps. Je vais un peu ouais. vite. Mais il faut comprendre que le premier jour, premier temps, première heure, le projet de Jean Monnet et des autres, c'est de créer, dans leur idéal type, hein, de créer une Europe, donc une construction européenne, qui ne soit fondée que sur des experts, Ouais. sans même association des gouvernements, sans association des États,
sans peuple, sans parlement, sans l'ombre d'une démocratie. Ce qui veut dire que l'idéal type des constructeurs de l'Europe, ce serait en gros une espèce de conseil d'experts qui seraient quelques-uns, sans relation aucune avec les peuples. Donc vous et moi, on ne les connaîtrait pas, on n'aurait pas de relation avec eux. À mon avis, vous les inviteriez sur le monde moderne, ils ne viendraient évidemment jamais, ils n'auraient Oui, de compte à rendre à personne, et c'était leur objectif numéro un. Ce qui fait qu'en fait, quand on comprend ça, on comprend que tous ceux qui nous parlent d'Europe de la paix, je rappelle qu'Emmanuel Macron a rédigé la préface des mémoires de Jean Monnet rééditée. Donc, il s'inscrit avec Ursula von der Leyen. C'est intéressant d'avoir les ah oui, trois sur un même livre, et c'est Ursula, Emmanuel et Jean Monnet. Les trois figurant ensemble. On voit comment dire, la discipline, la précision, la cohérence en fait de cette doctrine. Et on ouais. comprend qu'au bout, la différence, à mon avis, est essentielle, qui n'est pas d'ailleurs aller en s'améliorant. Donc, pour vous répondre clairement sur le DSA et sur les menaces de l'Europe en général, et sur la doctrine européenne aujourd'hui, c'est qu'à l'origine, il y avait quand même une espèce de substrat sur la paix qui était plus ou moins historiquement fondé. Les Oui, gens avaient un souvenir de la guerre c'est ça. récent. Vous voyez, il y avait quelque chose dans l'air qui fondait le rêve européen à bon gré, mal gré. Le problème, c'est que plus on s'est éloigné, je veux dire, quand on a l'œil un peu avisé, on s'est bien rendu compte que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la paix, et qu'en réalité, la paix est devenue le slogan d'époque qu'on martèle parce que tout le reste craque de toutes parts. Résultat des courses, cette espèce de totalitarisme dans l'air, cette espèce de censure omniprésente. Ce fonctionnement de l'Europe, c'est très simple, c'est que l'Europe a compris que tout craque, et plus tout craque, plus il faut des armes pour que le Ouais. navire continue sa mission finaliste. Il faut bien commencer, c'est du finalisme, Ouais. de considérer qu'à terme, soit on a un État fédéral européen, soit il n'y a pas leur Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Europe dans la tête de ces gens, soit c'est tout, soit c'est rien, raison pour laquelle tous les sceptiques sont bons, soit pour le placard, pour la poubelle, le cachot, voire pire par les temps qui courent, puisqu'au Mmh. fond, toute critique du projet est un critique du fédéralisme, donc de l'Europe, donc de Jean Monnet, Alors, donc d'Ursula, de Macron et de tous les autres. ce qui est formidable, c'est que ce projet final, le fédéralisme et le gouvernement antidémocratique d'experts, la dictature éclairée, ne serait-ce que le fédéralisme, n'est jamais mentionné par les porteurs du projet. C'est-à-dire qu'ils avancent totalement masqués, avec des thématiques. Alors, la défense européenne, hein, c'est arrivé comme ça, c'est Ursula qui a nommé un commissaire européen à la défense. Ça n'existait pas, il n'y a jamais eu de commissaire européen à la défense, mais Ursula a pu en nommer un comme ça. La santé, grâce au Mmh. Covid, on a pu avoir un commissaire européen à la santé. Ce n'était pas non plus une prérogative de la Commission européenne. Et à chaque fois, chaque petit bloc, chaque petite brique qui est ajoutée, personne ne dit rien, ou très peu. On va avoir un peu Viktor Orban, quelques pays qui vont taper du poing sur la table. Mais on voit qu'il y a un accord de principe pour dire c'est très bien, continuons, parce que à la tête de chaque État, nous avons donc ces traîtres mis en place qui voient leur avenir dans ce machin européen. Et d'ailleurs, dans les dossiers Epstein, il y a un mail qui explique qu'Emmanuel Macron se voit déjà, à peine élu président français, président de l'Europe et pourquoi pas président du monde. Voilà à qui on a affaire. Exactement. Alors, je vous rejoins complètement. En fait, il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé en reprenant toute l'histoire des maîtres occultes de l'Europe. Il y a deux choses, enfin, plusieurs choses m'ont frappé, mais pour répondre à votre question, premièrement, c'est que en 1952, le premier discours de Jean Monnet à la tête de ce qui va devenir la Commission européenne, d'accord, il est Ouais. le premier discours, je veux dire, c'est pas très clair à comprendre. Il dit qu'on pourra modifier plein de choses sur l'Europe, sauf deux éléments qu'on n'a pas le droit de toucher, qui sont des totems absolument inviolables, intangibles. C'est premièrement la supranationalité et deuxièmement le fédéralisme. Ça veut dire que le Mmh. fédéralisme, premier temps, il est d'emblée là. Il n'y a pas de Ouais. discussion. On Non. n'est pas en train comment dire, d'hésiter. L'objectif, c'est le fédéralisme. Et la deuxième chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on veut faire quoi que ce soit sur l'immigration, les retraites, la santé, la sécurité, etc., on se heurte au droit européen. Tout le temps. Je veux dire, c'est Tout le temps. je Ouais. veux dire, et les juges et les juges français eux-mêmes, d'ailleurs, nous disent on peut rien faire parce qu'il y a les juges européens qui eux-mêmes sont le bouclier d'Ursula et des autres. À chaque fois, la commission utilise un bouclier qui est le droit et les juges. Et ce qui est fascinant, c'est que le stratège juridique de Jean Monnet, un certain Maurice Lagrange, qui était un antisémite durant la Seconde Guerre mondiale, un de plus, très proche de Pétain, il dit à la première heure que l'objectif, c'est de créer une cour suprême sur le modèle du fédéralisme américain. Ça veut dire qu'au bout, on a aujourd'hui le résultat de tout cela, c'est-à-dire Ouais. des juges tout-puissants qui chaperonnent, tel un bouclier, je disais, de la commission, l'ensemble,
et une commission comment dire, qui fabrique à sa guise des fenêtres d'opportunité pour utiliser ce pouvoir et créer des postes, je veux dire, au fur et à mesure du moment, comme Alors Ursula avec le commissaire de la Défense. ouais, Je voilà. terminerai juste avec un mot. Je vous assure, Alexis, quand vous tombez là-dessus, vous avez les yeux grands ouverts. Je ne veux pas dire que mes yeux n'étaient Ouais. pas étaient grands fermés, mais ça fait du bien. Dans une correspondance française, d'une correspondance donc, des ministères français, on retrouve une lettre adressée par Michel Debré au général de Gaulle dans les années 60. Et dans cette correspondance, Michel Debré écrit à de Gaulle: méfiez-vous, général, de la conspiration du fédéralisme. Le terme de conspiration est Conspiration. utilisé Ouais, parce que ouais. Debré a compris d'emblée qu'en fait, le pouvoir était en train de passer par la fenêtre et que des petits maîtres derrière aiguisaient les couteaux pour fabriquer une technocratie toute puissante qui avait une vocation à régir nos vies dans leur intégralité. Ça Ouais. veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'Ursula utilise la santé pendant le Covid, la défense dans une situation comme celle-ci, par exemple, nous avons en réalité des disciples de ces premiers temps qui utilisent les armes, qui, durant les années 60, 70, 80, jusqu'à nos jours, n'ont fait qu'avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'y a rien compris pendant très longtemps, et aussi parce que les politiques, soit par traîtrise, soit par résignation, ont laissé filer. Donc au bout, nous Mais sommes finalement nombreux, mais dispersés, à nous être rendus compte de cette conspiration dont Debré parlait. alors, justement, si Debré, se rend compte de cette conspiration et des conspirateurs, du complot, pas souverainiste, l'inverse, fédéraliste et qu'il, dit à De Gaulle: «Attention, voilà ce qui arrive». Pourquoi De Gaulle, s'est laissé avoir finalement? Parce qu'il a fait la politique de la chaise vide, enfin, il a essayé de lutter, il a bien vu où ça allait, mais au final, il n'a pas pu, empêcher l'arrivée ensuite de Pompidou, banquier de chez Rothschild, qui a mis les premières pierres, puis de Giscard. Alors là, on était dans la trahison totale. Et depuis, bon, bah, on a eu les Sarkozy, les Macron, les Hollande, etc. Et rien n'a changé. Mitterrand était d'ailleurs avec le PS aussi un parti largement financé, ou du moins proche des intérêts atlantistes. Pourquoi De Gaulle n'a rien fait au moment où il pouvait encore, parce que la France était une grande puissance et que l'Allemagne était affaiblie, pays occupé par les États-Unis. Je rappelle que la France est le seul pays qui n'a pas de base américaine en Europe. Pourquoi De Gaulle n'a rien fait? Écoutez, avant de répondre clairement à votre question, je vais tomber sur une note qui m'a sidéré. En plein milieu de la crise entre De Gaulle et les forces européennes, si on veut dire, représenté à l'époque par Walter Hallstein, qui est le patron de la commission, l'ex-militant nazi, l'ex-SS, Walter Hallstein, il y a une note du Quai d'Orsay, qui enjoint De Gaulle à aller plus loin que ce qu'il fait, en disant clairement: De Mmh, Gaulle, en gros, mon général, vous n'êtes pas assez musclé et mmh, violent à l'égard mmh. de ce qu'il joue. Et cette note du Quai d'Orsay recommande, le mot n'existe pas à l'époque, mais recommande le Frexit. Parce que Quai d'Orsay, on dit la chose On est en suivante, quelle année? on est en 65, et une note officielle du Quai d'Orsay adressée à De Gaulle dit qu'il n'y aura pas de salut sans sortie pure et simple des traités Des européens. traités, ouais, bien sûr, Ça veut bien sûr. dire que l'engrenage est tel que ceux qui se rendent compte de ce qui se joue se disent: on n'en sortira pas avec un simple bras de fer, il faut une sortie pure et simple parce qu'en gros, la France est trop violemment déjà comment dire, écorchée par ce pouvoir occulte qui est en train de se traduire à Bruxelles. Pourquoi est-ce que De Gaulle ne va pas jusque-là? À mon avis, il y a deux éléments, un élément conjoncturel ou comment dire, d'époque et un élément à mon avis, encore plus compliqué. Premier élément, De Gaulle, en 11 ans, fait ce que nos politiques aujourd'hui ne feraient pas en 400 ans. C'est-à-dire qu'il Ouais. il ouvre une batterie de chantiers, pas les petits chantiers à la Macron, vous voyez, pas Ah, les petites réformettes. Il change de constitution, il met en place l'élection, enfin, il règle provisoirement la question algérienne, il s'attaque au droit du travail d'une certaine manière, parce qu'il rêve une grande réforme de la participation au droit du travail, etc. Plein de choses sont faites. Donc, à mon avis, il est pris par une espèce d'agenda un peu fou, et il ne se rend pas compte de la chose parce qu'il il ouvre tout en même temps. Mais deuxièmement, surtout, et c'est ce que j'ai constaté en travaillant, c'est qu'en fait, ça c'est très intéressant, c'est qu'à part deux, trois hommes extrêmement éclairés, Michel Debré, je parle notamment d'un juriste très éclairé dans mon livre qui s'appelle un certain Bresson, dont l'histoire mmh. a oublié le nom, qui est un type qui grenouille dans les ministères et comprend très bien ce qui se joue. Les autres, je vais vous dire, Alexis, c'est tout simple, ils passent à côté. Et vous savez pourquoi Ouais. ils passent à côté? Parce qu'à l'époque, on ne mesurait pas, à mon avis réellement,
qu'un ex-militant SS, avec une armée de gens qu'on ne connaît pas et des petits médiocres à la commission et à la cour de justice, pouvait prendre le pouvoir. Je vous donne un exemple. Faut revenir à des choses très concrètes parce que tout ça est beaucoup trop théorique et c'est pour ça que les gens On n'ont voit pas pas. envie de Ouais. comprendre ce qui se joue vraiment parce que ça a l'air d'un mur de folie. Les juges qui nous entravent aujourd'hui à l'époque vivent dans une petite maison de maître dans le parc municipal de Luxembourg. C'est-à-dire que les juges européens, c'est en gros, c'est une vingtaine de gus, hein, même pas, c'est une dizaine de gus avec quelques assistants qui en gros travaillent un jour par semaine. Parce qu'à l'époque, ils ont rien à foutre. Il n'y a pas de jugement à rendre, l'Europe est balbutiante, donc il se passe rien. J'ai vérifié dans les registres, vous avez 2 à 3 jugements rendus par an. Ah ouais, c'est Aujourd'hui, on le en a commissariat au plan sous 400-500. Bayrou, quoi. Ouais. Voilà, donc on n'a rien à faire. Ouais. Et à mon avis, je pense que De Gaulle lui-même, comme les autres, ceux qui avaient les mallettes mais qui n'étaient pas des spécialistes de la bête, ne se sont pas rendus compte que 20 gus dans un parc municipal à l'abri des regards parviendraient à concevoir des mécanismes qui auraient la puissance de frappe d'abattre le pouvoir des gouvernements, des politiques élus, etc. Je pense que l'ère du temps était en train de l'emporter là-dessus, mais que Mmh. tout le monde n'a pas vu le renversement presque philosophique, juridique, politique qui était à l'œuvre dans les années 60, raison pour laquelle, après certains ont lutté, mais trop tard, après l'ère du temps a fait son œuvre, hein, c'est toute l'histoire de mon bouquin, c'est comment cette résignation est Ouais. devenue ère du temps, et qu'au bout du compte, en 2026, même les opposants ont tellement incorporé le système qu'ils n'osent même plus sortir du bois, soit parce qu'ils gagnent, il faut le dire aussi, un fric fou quand vous êtes à Bruxelles, vous avez un intérêt à poursuivre la chose, Bien soit sûr. aussi parce que vous êtes des disciples totalement inféodés au maître que vous chérissez. Parce qu'il y a 2 choses effectivement, qui sont là, à la fois de faire croire que c'est le progrès et que c'est inéluctable et l'air du temps, on ne peut pas aller contre, c'est ce que veulent les peuples. Erasmus, c'est formidable, on se rend compte davantage, on a une seule monnaie, c'est beaucoup plus facile pour, voyager au sein de l'Europe, on est un seul peuple, c'est formidable. Enfin, toute cette propagande, hein, parce qu'il n'est Mmh. pas question d'autre chose. Et de l'autre côté, acheter des gens qui vont, trahir et il y a le prix de la trahison, hein, c'est ce que vous dites dans le livre. L'idée de dire ces gens-là vont lâcher une carrière nationale où ils auraient pu accéder aux plus hautes fonctions, au ministère, et cetera. Donc il faut les attirer avec quand même beaucoup de pognon, pour que la trahison soit rentable. Et là, on rentre dans un système, de détournement d'argent public, XXL pour payer des traîtres. Exactement. Alors, c'est une mafia constituée à dessein. Je m'explique. Et là, je fais le lien. Si vous me permettez, il y a 3 temps. Ouais. Premièrement, Mmh. aujourd'hui, tout le monde entend dire, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, même les eurosceptiques ou quelques-uns disent, on a quand même fait Erasmus, on a quand même réussi à créer la libre circulation, les étudiants bougent à travers l'Europe, c'est merveilleux. C'est l'espèce de d'Atali des étudiants, c'est-à-dire qu'on ouvre les Ouais. frontières, les gens prennent l'avion et c'est merveilleux parce ils font leurs études à Berlin ou à Stockholm ou en Italie ou à Rome, enfin peu importe. Donc ça, c'est la petite musique qui s'est ancrée dans l'air du temps. Ce qui m'a frappé en faisant mes recherches, c'est que je suis tombé sur l'entretien d'un certain Michel Godet. Ne vous inquiétez pas, Alexis, si vous ne le connaissez pas, c'est parfaitement normal. D'ailleurs, je vous ne souhaite pas dans la vie de passer un temps fou à étudier ce genre de personnage. Mais je l'ai fait Bravo pour vous, bravo à vous. précisément. Alors, Michel Godet, c'était le patron juridique de la commission. C'est vraiment la plaque tournante de la commission dans les années 60-70. Ouais. Dans les années 80, sous Jacques Delors, il donne un entretien où, vous voyez, fin de carrière, il a fait le tour de la boutique. Faut se rendre compte, Godet, c'est un incontournable, c'est un type qui a un pouvoir absolument délirant, mais on ne connaît même pas le nom Ouais, parce qu'il ne rend jamais de compte à personne. ouais. Et C'est c'est les un Michel, hein. spécialistes de l'ombre. Ouais. Vous voyez, c'est le profil. Godet donne un entretien que j'ai trouvé dans les archives Jean Monnet de Lausanne, et il dit la chose suivante, il dit, c'est terrifiant, il dit qu'il était tellement heureux à Bruxelles parce que ça l'éloignait des week-ends tristes entre nationaux. Donc, vous voyez, il se réjouit d'être un haut fonctionnaire à l'étranger parce que c'est tellement triste de vivre en France. Et il dit, vous vous rendez compte? Et il dit, des années avant que Erasmus ne soit créé, il dit, vous vous rendez compte, j'ai pu mettre mes enfants dans des écoles où, heureusement, Dieu soit loué, ils fréquentent tous azimuts des gens qui viennent de partout sauf de France. Ça leur ouvre l'esprit et ça crée une culture commune. Ça veut dire que la notion de culture commune dès les années 60 et dans les années 80, il le restitue, c'est de permettre aux bambins d'être partout, sauf chez eux. C'est une Mmh. culture du déracinement.
Et là Alors, où je fais le eux lien, appellent ça le cosmopolitisme, hein. voilà, C'est être cosmopolite, c'est bien vu, hein, je connais très bien, hein, ces fonctionnaires de Bruxelles. Pour eux, au contraire, c'est, un enrichissement, et pas un déracinement. Être cosmopolitain, c'est très, très, important dans ce monde qui vient et cetera et cetera. Glucksmann, par exemple, fait partie, hein, de cette élite cosmopolite où il explique que se sentir plus chez lui à New York qu'à Clermont-Ferrand. Typiquement, c'est ce genre de personne. alors on est complètement là-dedans. Et pourquoi est-ce que je tisse ce lien? Parce que la vérité m'est tombée sous les yeux lorsque on assiste à une discussion qui d'ailleurs a donné lieu il y a 2 échanges. Il y en a un que j'ai trouvé chez Jean Monnet et un autre chez Michel Debré. Il y a un jour un échange au tout début de l'Europe sur comment payer les fonctionnaires européens. C'est Ah! pas une petite affaire parce qu'en fait, je dis dans mon livre, il faut bien s'en rendre compte pendant très longtemps. D'ailleurs, l'Europe, c'est toujours un peu comme ça qu'elle avance. C'est comme ça qu'Ursula parvient à nous faire avaler tout et n'importe quoi. C'est que l'Europe, c'est une sorte de Far West depuis les années 50 ou un Far West de technocrates, évidemment, parce Bien que sûr, vu que bien les sûr. outils sont constamment en mouvement, c'est une sorte de fonctionnalisme un peu invraisemblable. L'Europe se permet des fenêtres d'opportunité pour piquer le pouvoir au fur et à mesure. Mais l'une des questions qui se pose dans les premiers temps, c'est comment payer ces gens. Vous voyez, est-ce que ce sont des fonctionnaires payés par les pays? Est-ce que ce sont les fonctionnaires européens? Est-ce qu'il faut calquer leur modèle sur le modèle international, vous voyez, de l'ONU, etc., ou la Bien SDN sûr. traditionnellement dans les années 20? Toutes ces questions se posent. Et Jean Monnet dit, je vous le donne en mille, il faut les rémunérer grassement pour s'assurer en quelque sorte de leur fidélité. Ça veut dire qu'en fait, Monnet a bien conscience que le prix ce que j'appelle moi le prix de la trahison, Ah oui. c'est que en payant grassement des gens pour aller à Luxembourg ou à Bruxelles, on est certain de créer petit à petit une sorte de mafia qui va se développer et se coopter. Ils vont tous se reconnaître et choisir leur successeur, puisqu'on y est si bien qu'on n'a surtout pas envie que le système s'effondre. Parce Mmh. qu'on vit en marge d'un monde, on va dire, réel, du petit monde, et du monde des gens ordinaires, dirait Orwell en quelque sorte. Ouais. Et à l'écart de cela, vous avez Michel Debré, hein, faut imaginer la scène. Il rentre dans la commission, complètement par hasard. Il entend cela, les bras lui en tombent, et il prend une position rigoureusement inverse en disant non mais attendez, et il en a conscience au premier jour, en faisant ça, nous allons créer une élite d'apatrides qui va en réalité devenir petit à petit une élite contre ou anti-française. C'est pas ses mots, on comprend parfaitement l'idée qu'il a. Et au Ouais, fond, en ouais. 2026, je vais vous donner un élément tangible, un commissaire européen à la retraite, c'est-à-dire qui n'a plus ses fonctions, d'accord, dont on a oublié le nom, puisqu'il ne rend compte à personne, qu'il n'est pas élu, et qu'en général, c'est le retraité de ses propres pénates nationales. Hein. C'est comme ça qu'on Ouais, choisit les commissaires européens. La plupart, Ursula est devenue présidente de la Commission par un concours, par une alliance entre Merkel et Macron, alors même qu'en Allemagne, elle était dans de beaux draps pour une affaire McKinsey et ouais. pour une affaire de conflit d'intérêts. Tout ça pour dire qu'un simple commissaire européen à la retraite, qui n'est plus en fonction, gagne jusqu'à 10 000, 11 000 euros par mois net à vie. Ça veut dire que vous rajoutez à ça la retraite nationale qu'il a nécessairement, parce qu'ils ont Ouais. tous été élus nationaux, parlementaires, etc. Vous constituez un monde dans lequel, en fin de carrière, vous vous faites 11 000 balles par mois, alors que vous avez été commissaire européen, c'est-à-dire un anonyme dans une machine elle-même fondée sur des juges européens, je termine avec ça, qui Ouais. gagne, juge Mais européen, 300 000 euros par an avec voiture de fonction, chauffeur et indemnité d'installation à hauteur, roulement de tambour Alexis, de 45 000 euros, juste parce que vous installez à Bruxelles pour pouvoir correctement vous installer. Honnêtement, c'est-il pas beau, ce beau monde bruxellois? Vous voyez, que nous payons. Prenons un exemple concret puisqu'on a sous la main 2 commissaires européens, 3 même, Thierry Breton, Pierre Moscovici et Michel Barnier, qui ont tous été ministres, même, 1er ministre pour Michel Barnier, président de la Cour des comptes pour Moscovici. Thierry Breton a été patron d'entreprise. Est-ce qu'on sait combien ces gens touchent d'argent public pour ne rien faire et passer sur les plateaux télé, expliquer qu'on a tort et qu'on n'a rien compris? Alors, je vous cache pas que là, j'ai pas tout en tête, hein, mais j'avais Mmh. fait je m'étais amusé à regarder le total, s'agissant à l'époque de Pierre Moscovici. Ouais, Donc il faut ses fonctions électives, ses fonctions à la Cour des comptes, des fonctions accessoires et désormais, l'Europe lui tend les bras, mais sachant qu'il était lui-même déjà commissaire. Donc ça signifie qu'il y a des il y a un triplement des choses. Alors franchement, petit pied, j'étais arrivé, mais alors là, très, très simplement, j'étais arrivé à 25 ou 30 000 euros par mois.
D'argent public, hein, ouais. d'argent public Ouais. d'ores et déjà sanctuarisé, si je puis dire, mais à mon avis, je vous le fais à la fourchette basse, hein, parce que je pense qu'en réalité, je dois oublier et je ne dois d'ailleurs pas connaître un ensemble de positions qu'il a dû prendre dans des entreprises Oui, parallèles, si je oui, puis oui, dire, hein, au sens large du terme. bien sûr, bien Et sûr. donc, je vais vous dire, quelqu'un récemment m'a dit: «C'est marrant, ton bouquin est particulier parce que tu prends les choses sous un autre angle. Tu ne fais que des biographies finalement et des personnages». Et je dis: «Oui, parce que la réalité de l'Europe, c'est pas un dessin politique, ça l'est aussi, mais c'est un dessin biographique. C'est Ouais, en fait une caste qui s'est constituée avec des signes de reconnaissance. Et là où j'ai trouvé, mais vraiment, je vous assure, ça m'a sidéré, c'est qu'en fait, comme par hasard, ceux qui sont à la Commission, à la Cour de justice, dans la technocratie profonde, à Bruxelles, à Luxembourg, vous vous rendez compte en faisant leur biographie, ce que j'ai fait, qu'en fait, ils se connaissent tous. mmh, Si bien que, pas forcément dans la même génération, ils forment leurs successeurs, qui ouais, eux-mêmes étaient directeurs de cabinet du premier, qui passe assesseur du second, qui devient adjoint du troisième, qui est choisi au travers d'un ensemble de consortiums comme les mouvements européens, le cercle, la fondation Jean Monnet, la Jean Monnet, fondation on en pour parlait. le comité d'action Jean Monnet, pardon, la fondation Ford, etc. Et vous vous rendez compte que vous avez un carré magique de gens qui ont auto-constitué leur propre légitimité par du vide, c'est-à-dire par des normes qui elles-mêmes constituent un coup de force général. Et ce sont ces gens qui tirent les ficelles en toute opacité. Pourquoi? Parce que la soupe est si bonne qu'ils ne choisissent ensuite que des gens qui leur ressemblent pour leur succéder. Ouais. Raison pour laquelle ils étaient, je vais vite, hein, mais ils étaient une cinquantaine dans les années 50 à tirer les leviers. Ils sont 5000 maintenant parce qu'ils ont constitué une armée qui les a rejoints. C'est-à-dire, on retrouve un peu la même chose au niveau national, hein, quand on voit le poids de l'État, le pachyderme qui est devenu l'État et puis, ces dynasties, hein. Je parlais avant le live, la femme d'Éric Woerth qui se présente à la mairie de Chantilly, par exemple, le fils Sarkozy, qui se présente à Menton, le népotisme à tous les étages. Sauf que là, on est dans un système, hors sol où les tarifs sont encore bien plus élevés, avec des gens qui n'ont de compte à rendre à personne. On parle de nomination derrière des portes closes, de réunions obscures, de deals entre responsables politiques et entre partis politiques aussi. Il faut voir comment tout ça se joue pour placer des gens qui ne servent à rien. Personne ne connaît le nom des commissaires européens, y compris celui à la défense, par exemple. Et puis alors après, il y a des mafias nationales à Bruxelles, hein. Certains ont joué le jeu plus que d'autres, notamment tous les pays baltes qui ont très bien compris quel était leur intérêt. Les Italiens ont beaucoup joué la carte bruxelloise, beaucoup moins que les Français, d'une certaine façon. Donc on a aussi des dynasties nationales de comment bien récupérer le bon argent européen avec des filières de recrutement, et ça c'est assez incroyable. Ça aussi, vous en parlez. Pour revenir au portrait que vous faites de ces petits hommes gris, Oui. inconnus de tous, et pourtant clés, hein, dans ce coup d'État à l'échelle d'un continent. Est-ce qu'on peut revenir sur le profil de Jean Monnet, qui est quand même à l'origine, hein, de ce projet? L'idée première, c'est les États-Unis d'Europe, hein, donc le fédéralisme et le modèle américain comme modèle. Qui était Jean Monnet et quels étaient ses liens avec les puissances étrangères? Alors, juste un mot juste sur votre remarque de tout à l'heure sur le profil de ces gens, aujourd'hui, les Mmh. personnages. Je finis mon bouquin avec un portrait que je trouve tout à fait saisissant. C'est celui de Mathias Guillaumard, qui est l'actuel président de la Cour européenne des droits de l'homme. Je laisse au lecteur le soin de découvrir, mais là, on découvre comment est-ce que, en fait, de l'ENA, enfin, de Sciences Po à l'ENA, en passant par Bruxelles jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, vous avez un carré magique, en fait, dans lequel les élites se forgent une culture, on va dire, nationale, mais qui est totalement inféodée à l'Europe. Et vous avez des signes de reconnaissance qui permettent de finir au bon poste. C'est Mmh. avec, je vous avoue, en plus avec une mainmise, en l'occurrence des traîtres nationaux. En l'occurrence, c'est une sombre histoire de Oui. nomination, mais vous voyez comment tout ça fonctionne. Alors, revenons à Jean Monnet, avec plaisir, enfin avec plaisir. J'allais dire avec déplaisir au sens. Non, 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 mais parce que, encore une fois, il y a un vrai culte de la personnalité, hein, autour de Jean Monnet. Vous êtes allé voir sa fondation, et puis Oui, il y a tout un mythe, Jean Monnet. Alors qui était Jean Monnet? ouais, effectivement. Alors Jean Monnet, commençons par une petite statistique très actuelle. Jean Monnet fait partie, il est dans le top 3 des noms les plus choisis pour les établissements publics, scolaires, les places, les rues, etc. C'est un saint, d'accord, pour.
C'est un saint. Il est plus choisi que le général de Gaulle et d'autres. C'est notre Jeanne d'Arc contemporaine. Et je veux dire, Voilà, à peu de choses près, si on s'en tient aux édifices et à la voirie française, hein. On va dire ça comme ça. Alors, en le réalité, rond-point Jean Monnet. voilà. Alors, en réalité, qui était Jean Monnet? En fait, Jean Monnet, il est théoriquement, je vous avoue, en peu de traits, il est le prototype de celui théoriquement qu'un Français ne pourrait pas et ne devrait pas avoir le droit d'aimer. Mmh. Il coche toutes les cases de l'apatride. Donc pourquoi? Très simple. Donc il a commencé sa carrière, sa vie plutôt, comme négociant en cognac, hein. C'est un type d'ailleurs, petite Ah! particularité de Jean Monnet, c'est un autodidacte, il a fait très peu d'études, il a repris l'exploitation familiale de cognac et il s'est passionné pour être le négociateur de la famille, le négociant de la famille, D'accord. pour élever Ah oui, donc l'entreprise. c'était familial, une fortune familiale dans le cognac et Exactement. lui, s'est formé. Pas comme Charles Pasqua qui lui était dans le Ricard, mais qui s'était fait, tout seul de son côté, quoi. Du D'accord. tout. Il a démarré cela, entreprise familiale. Son père OK. était là-dedans. Il a poursuivi. Et l'objectif pour lui, c'était de passer à l'échelle supérieure. C'est-à-dire, en gros, plus de blé. D'accord. Ouais, ouais. Par cela, il va rapidement migrer vers la City. Il a une passion pour Londres, d'accord. Il a une passion pour les milieux d'affaires et il va se forger immédiatement, enfin, très rapidement. On parle, il a la petite vingtaine, là, Jean Monnet, hein, d'accord. Donc 20-25 ans, hein, j'ai oublié le détail, mais il va extrêmement vite à Londres et il se fait de négociant en cognac, il se fait un nom dans les milieux d'affaires de la City parce qu'en fait, il a le prototype de l'homme d'affaires et du réseau un peu de l'internationaliste et du cosmopolite à une Ouais. époque, faut le dire, où c'est beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Raphaël Glucksmann, on va dire, le profil d'un Glucksmann n'est pas encore tellement répandu. C'est plutôt les Ouais, ultra riches, on va dire. Vous voyez ouais. l'idée. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que Jean Monnet, il va avoir une carrière à multiples facettes. Je raconte une petite histoire dans mon bouquin qui explique beaucoup de choses sur l'Europe d'ailleurs. C'est que dans les années 20-30, il est banquier d'affaires à New York et il croise et il devient ami avec le futur patron de la CIA, Allen Dulles, qui lui-même est avocat à l'époque dans un petit cabinet d'avocats montant à New York, dans lequel il côtoie également le futur patron de l'Institut Rockefeller, hein. Donc, vous voyez, c'est un petit monde C'est d'affairistes qui c'est se côtoient formidable. à New York, qui dînent ensemble dans les bons dîners, des bons salons mondains. Et en fait, durant la Est-ce qu'il y avait un Jeffrey Epstein de l'époque? alors, ça, je ne sais pas, mais alors, en termes de pédocriminalité, ça, je ne sais pas. Par contre, en Non, mais termes en termes de dossier, de rapprochement, parce que j'imagine que le renseignement américain, voyant un profil comme Jean Monnet, en fait quelque chose. ah oui, alors exactement. Alors en fait, là où c'est intéressant, c'est que, encore une fois, je vais un peu vite, mais si vous prenez la figure de Monnet des années 30 aux années 60, il a toujours un Américain dans la soute. Toujours. Ouais. C'est-à-dire que soit c'est une main officielle des États-Unis par le billet de correspondance qu'on a retrouvé, soit lors de négociations diverses et variées en Mmh. Europe, vous avez toujours un Américain dans la pièce. Toujours. Je vous donne un Toujours. exemple précis. Lors de l'élaboration du traité de Paris, d'accord, c'est le traité fondateur, avant même celui de Rome, Mmh. de la construction européenne. À ce moment-là, Jean Monnet a, comme je disais tout à l'heure, a comme aide de camp, si je puis dire, un ancien, enfin, un antisémite notoire et un ex-pétainiste qui s'appelle Maurice Lagrange. Et ce Maurice Lagrange va devenir le négociateur pour Jean Monnet des questions juridiques, d'accord, de la construction européenne. C'est pas rien, quand même. Incroyable. C'est incroyable quand même. Donc beaucoup de vichistes, de pétainistes se sont recyclés aussi au niveau européen pour éviter la justice française? Alors, vous avez des cas d'école un peu plus, un peu moins tourmentés et un peu moins Mmh. ambigus, ou en tout cas un tout petit peu plus, comment dire? Un peu plus respectable. Vous avez le cas d'or de tous, c'est évidemment Maurice Lagrange qui pour lui, alors lui, c'est tout. Lui, c'est vraiment le désastre, c'est vraiment la honte, en quelque sorte, c'est le scandale absolu. Il était il était tellement antisémite qu'il reprochait à Pétain de ne pas l'être assez. C'est pas très compliqué. Il a menti comme un arracheur de dents à la Libération en disant: «J'ai jamais vendu les Juifs à qui que ce soit», alors qu'on sait qu'il a tout fait pour les embastiller, voire pour les exclure, voire en tout cas pour les mettre à l'écart le plus possible, hein. Voilà la figure. C'est Il est incroyable. Et comme par hasard, Lagrange, ce fameux Lagrange, il est récupéré par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, je vous le donne en mille, Alexis, pour dénazifier la fonction publique allemande. Waouh! Voilà. Donc il n'a rien fait en fait, c'était un placard où il a laissé faire et parce qu'il y a pas et là encore un autre mythe, il y a pas eu de dénazification en Allemagne, hein. Il y a eu Nuremberg, quelques procès, mais là encore la société allemande avait besoin, hein, des nazis pour, gérer, particulièrement, en Allemagne de l'Ouest, avec les Américains et en Allemagne de l'Est pour le renseignement soviétique. Donc on est dans un monde où il y a jamais eu de dénazification en réalité. Alors extrêmement peu. J'ai un autre exemple qui m'a là aussi dont je n'avais jamais eu connaissance. Comme vous vous en doutez,
dans les manuels officiels, on n'en parle jamais, mais ça, c'est pas très étonnant. Faut pas choquer les enfants. J'ai fait le tri, j'ai fait le compte. Vous voyez, j'ai juste fait le petit Voilà. Ça, c'est comptable. Maurice Lagrange. Voilà, on a le sympathique Maurice, l'antisémite Maurice Lagrange. Alors, Maurice Lagrange qui va devenir l'architecte juridique de la construction européenne aux côtés de Jean Monnet. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas mal. Incroyable. Et d'ailleurs, qui va devenir un des membres éminents de la Cour de justice dans les années 60, proche de Michel Godet, dont je parlais tout à l'heure, de Walter Hallstein et des autres. La mafia est bien là. Non, mais c'est impressionnant de voir qu'on a des collaborationnistes vichistes, pétainistes, avec des nazis qui ont créé le prototype d'Union européenne. C'est quand même dingue. Mais j'ai pire que cela. J'ai pire que cela. Alors, là, je vais aller sur un chiffre éloquent. Si vous prenez, j'ai tiré le portrait des tout premiers juges de la première Cour de justice de l'Union européenne, d'accord? Ouais. Les communautés européennes à l'époque, peu importe, hein, et j'ai tiré le portrait de chacun d'entre eux. Et en fait, on trouve, c'est merveilleux. Donc, on a évidemment ce fameux Maurice Lagrange dont je parlais tout à l'heure, donc antisémite, etc. Mais je vous le donne en mille, à côté de ça, vous avez un Allemand qui s'appelle Karl Römer. Quand on regarde les livres officiels, les manuels, etc., Römer, c'est un type merveilleux, d'accord? Oui. C'est un avocat, c'est un grand juriste, hyper respectable, etc. J'apprends qu'il a été dépêché par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Lui dit non, mais je suis passé 2 semaines. Je vous assure, on trouve des archives où il dit non, mais j'étais de passage, c'est rien du tout, etc. Donc en gros, voilà, c'était un type rien que de très normal. Ouais. En regardant dans le détail, et heureusement, il y a un travail d'historiographie qui a commencé à être fait, mais en France, on n'en parle jamais. C'est dingue. Ce type a passé 2 ans et demi à Paris. Dans ces 2 ans et demi, il a participé à l'occupation des entreprises françaises pour les utiliser au service du Reich. Et en plus, pour se faire un blé fou, parce qu'il était l'administrateur de ces boîtes. Donc, il s'est fait un blé personnel en exploitant les entreprises Profiteur de françaises guerre. au service du régime nazi. Ouais, profiteur de guerre, d'occupation. Mais C'est j'ai pas formidable. terminé, Alexis. Donc lui, c'est l'un des premiers juges officiels de l'Europe, à la solde proche de Walter Hallstein et des autres. Et en plus, à la limite, il a raté le coche parce qu'il aurait dû devenir, roulement de tambour, Alexis, je vous assure, là, vous tenez une information sympathique. Il aurait dû devenir le patron des juges européens, mais il ne l'a pas devenu pour une raison simple, c'est que vu qu'on ne peut pas donner 2 institutions au même pays, à 2 nationalités, et vu que Walter Hallstein, le nazi, était déjà à la tête de la commission, on n'a pas pu nommer Karl Römer à la tête des juges européens. Sinon, on aurait eu un nazi et un exécutant au service des nazis comme premier patron officiel de l'Europe à la tête des juges et à la tête de la commission. Là, on aurait eu le carré magique. Non, mais alors, mettez des pouces, hein, cette émission est folle et surtout, procurez-vous le livre de Ghislain Benassa, Nos vrais maîtres, hein, derrière l'Union européenne. Vous avez toute cette galerie de portraits qui est folle, donc n'hésitez pas à faire monter la vidéo dans l'algorithme et puis abonnez-vous à la chaîne du Monde Moderne si vous voulez apprendre quelque chose de fou tous les jours. Là, quand même, est-ce qu'on peut dire, sans être taxé d'être un vilain complotiste, que l'Union européenne a été fondée par les nazis, est une suite finalement du rêve hitlérien d'unifier l'Europe sous une seule bannière? Alors, très honnêtement, ce serait vraiment un raccourci que moi je le fais pas. Ouais. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des mélanges d'influences. C'est-à-dire qu'en Europe, vous trouvez à l'époque des vrais européistes, faut le dire. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on va vraiment fonder, vous savez, un rêve très kantien, un cosmopolitisme mondial, que les gens vont s'aimer, que ce sera une espèce de démocratie juridictionnelle, si je puis dire, à l'échelle du À monde. l'origine, il y a aussi le projet Kalergi, hein, qui était Oui. un conte à l'origine de la SDN aussi, qui voyait un projet de métissage culturel, biologique, Oui. avec ce drapeau, hein. Il est à l'origine d'avoir fait les premières esquisses de ce drapeau marial. Ça reste un projet extrêmement idéologique quand même. Alors, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que je disais, je n'écarte pas cela, qui fait partie du Ouais. lot. Vous avez les élucubrations de Kouvnov-Kalergi, qui lui-même d'ailleurs était en relation proche avec les Américains déjà à l'époque, hein, avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que tout ça participe d'un élan idéologique extrêmement clair. C'est fou. Mais là où c'est très intéressant, c'est... Alors, là, je ne veux pas vous assassiner avec une leçon d'histoire, Alexis, Non, c'est passionnant. ni nos auditeurs ou nos spectateurs, mais ce qui est intéressant, je vous donne un autre exemple. Moi, je crois que, vous savez, je suis de plus en plus, je prends toujours cette formule qui vient de Nietzsche, vous savez, toute philosophie est une biographie. Je pense qu'il faut revenir par la biographie pour comprendre tout cela. Je vous disais, dans cette construction européenne, dans le bureau de Jean Monnet, ils sont 4. Il y a Jean Monnet et il y a notamment un fameux
Paul Reuter. Paul Reuter, un type encore que dont tout le monde a oublié l'existence, qui va jouer un rôle fondamental dans la création de la Cour européenne des droits de l'homme. Paul Reuter, qu'est-ce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale? À l'origine, c'est un instructeur de l'école des cadres d'Uriage, c'est-à-dire de l'élite de Vichy. Et il n'est pas simplement passé par Uriage, qui est l'école près de Grenoble, vous voyez, dans les Alpes, il y a une école au service de Vichy pour créer l'élite de demain, patriotique, etc., à la solde du maréchal Pétain. Et là où c'est intéressant, c'est quand vous relisez les écrits de Paul Reuter à l'époque où il était incontestablement vichiste, en 40-41. Oh, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que disait Reuter? Je suis allé lire ses articles d'époque, il est clair comme l'eau de roche. Il dit la Révolution française, c'est pas bien, d'accord, parce que le grand mythe républicain français a amené la France dans la décadence et l'épouvantable creuset national que lui déteste. Donc en gros, c'est un contre-révolutionnaire, ni plus ni Ouais, ouais. moins. En même temps, il nous dit quoi? Que le maréchal Pétain est un type absolument formidable, bien mieux que les parlementaires de gauche des années 30. Évidemment, il a une détestation de Léon Blum, une détestation de tous ces gens qui l'abhorrent, hein, qui ne supportent pas. Évidemment, tous ces gens n'aiment pas beaucoup le général de Gaulle. Hein. Même pour ceux qui vont rejoindre la résistance, de Gaulle, ça les gêne beaucoup. C'est pas du tout leur Ouais. optique. Hein. Et là où c'est Mais- passionnant, c'est qu'à un moment, Reuter décrit le tableau de l'homme politique de demain. Ça veut dire, si on s'en sort après la guerre, comment on fera de la politique? Et vous savez, le tableau de Reuter qu'il décrit, c'est le tableau de Jean Monnet et d'Emmanuel Macron. Hmm. Il rêve d'hommes politiques qui soient, il le dit clairement, qui ne soient plus des politiques, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'ancrage politique de droite, de gauche, tout ça, c'est fini. Il faut des technocrates, il faut des hommes d'affaires, et il faut Ouais, que ces hommes soient largement par-dessus les petites contingences nationales et la volonté des peuples. Ça veut dire que c'est un rêve antidémocratique qui clairement. est complètement celui des vichistes et qui, comme par hasard, ces vigistes-là vont se retrouver dans le bureau de Jean Monnet et vont donner naissance à l'architecture de la construction européenne dans laquelle ils rêvaient de quoi? Ils rêvaient, je fais le lien avec tout à l'heure, une technocratie, des commissaires, des experts, mais surtout pas de démocratie, surtout pas de peuple, surtout pas de parlement, à la limite, rien de ce qui résonne C'est avec là où on peut dire, la alors démocratie. c'est pas forcément un projet 100% nazi, mais c'est l'enfant terrible en fait, de la des technocraties et du nazisme, avec l'idée de cette efficacité, d'experts, hein, pour gérer des peuples comme des moutons. D'ailleurs, Emmanuel Macron disait, à Mélanie, «Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés». Avec cette idée de créer l'homme nouveau aussi, hein, Oui. cosmopolite, qui va arriver à quelque chose. Quel est le poids, au-delà de cette alliance, contre nature entre collaborationnistes, nazis et cosmopolites, quel est le poids réel, des filières, américaines, du renseignement, mais aussi d'argent, pour la création de ces États-Unis d'Europe? Alors, la filière, elle est considérable. C'est-à-dire, beaucoup plus qu'on ne le dit d'ailleurs. Elle est considérable parce qu'elle est considérable idéologiquement et financièrement. Idéologiquement, je vous donne un exemple aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, enfin, là, je n'invente rien, que Ursula von der Leyen, d'ailleurs comme Macron, rêve d'une révolution qui soit fédérale. Mmh? C'est toujours la marge Sans d'attente. jamais dire le mot, hein, ça c'est important. Jamais dire le mot. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure par rapport au mot révolution, si vous le permettez. Mmh, bien Mais sûr. alors sur le rêve fédéral, lorsque les premières ébauches de constitution européenne ou d'ébauches de construction sont couchées sur le papier, vers qui on se tourne? Ça, c'est pour comprendre la logique. Très simple. La haute autorité, qui s'appelle la Commission aujourd'hui, d'accord, c'est l'organe principal de l'Union européenne. Pourquoi ça s'appelle haute autorité à l'origine? Parce que ça vient de la High Authority, qui est un mot donc américain, qui était comment dire, c'était un organisme de l'exécutif des États fédérés américains, États fédérés que venait de pile poil d'étudier Paul Reuter lorsqu'il était dans le bureau de Jean Monnet. Donc, on a copié-collé des mots qui viennent du système fédéral américain. Deuxième Clairement. exemple, le fédéralisme américain a été totalement pompé de juristes américains qui ont été eux-mêmes consultés par les sbires de Jean Monnet pour comprendre l'architecture. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas trop vers quoi aller. Donc ils sont allés consulter des Américains qui ont été officiellement missionnés par des Français pour fabriquer l'architecture européenne. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de coucher sur le papier, à votre avis, ça marchera comment? Comment est-ce qu'on peut faire fonctionner la chose, etc. La bécane est complètement sous impulsion américaine. Mais après, il y a également la vérité politique et biographique de ces gens.
Jean Monnet, il faut le rappeler, il faut le marteler, il faut l'apprendre à l'école, il faudrait que nos enfants l'apprennent. Jean Monnet, en 1943, écrit à Roosevelt une correspondance dans laquelle il lui demande de détruire le général de Gaulle, qui serait un ennemi de l'unité européenne. Donc il lui demande de le faire au nom des Français. Pas mal quand même. Pourquoi je Et dis ça? pourquoi Parce De que Gaulle a été clément avec lui, parce qu'il était au courant, j'imagine, de cette, inimité qu'avait Jean Monnet, face à sa personne? Alors, il y a 2 choses. Premièrement, quand vous lisez les mémoires de Monnet, mais qui ont été, là aussi, rédigées avec l'appui et les finances des USA, hein, il y aurait beaucoup à dire sur la fabrication du mythe Monnet dans ses mémoires, hein. Mais est-ce que Monnet était un agent américain ou pas? Est-ce qu'on a les preuves qu'il était, on the payroll de la CIA ou autre? Écoutez, moi je m'en suis tenu à je trouve que là-dessus, le bouquin d'Éric Branca, l'ami américain, est extrêmement, je veux dire éclairant. Ouais, Le Jean Monnet est on pourrait dire un agent double. C'est-à-dire que ouais, officiellement, De Gaulle en a besoin parce qu'il sait très bien qu'avec ses réseaux pendant la guerre, il peut faciliter les relations avec les États-Unis. c'est Le ça. problème, c'est que De Gaulle se rend compte que lorsque Monnet revient des États-Unis, il revient moins avec la défense des intérêts français qu'avec la défense des intérêts américains. Donc, il y a Voilà. une espèce de jeu double qu'a joué constamment Monnet. Et là où je veux en venir, c'est que par-delà l'affaire Jean Monnet, qui est une affaire dans l'affaire, lorsque Philippe de Villiers écrit son bouquin, j'ai tiré sur le fil du mensonge il y a Ouais, quelques années, les historiens lui sont tombés dessus en disant tu n'as pas le droit de dire que Jean Monnet a eu de l'argent américain et tu n'as pas le droit de dire que le comité d'action Jean Monnet a eu de l'argent américain. Alors écoutez, j'ai fait le boulot, j'ai vérifié, d'accord. ouais, Les sources sont assez claires et je vous donne un exemple. Lorsque le comité d'action des États-Unis d'Europe de Jean Monnet est créé, le fameux centre de documentation, qui est là où, en gros, on fabriquait la pensée du comité d'action, avait, je ne sais plus quel est le montant exact, mais à dollars constants, d'accord, avait une dotation qui frôlait les 1 million, je veux dire, en 2-3 ans, via la Fondation Ford. Donc, je suis donc ça, c'est désolé, public, ce sont des archives. On parle pas exactement. de complot, de théorie Ah, complotiste. pas du tout. Vous avez à dollars constants. C'est-à-dire, je suis Ouais, tombé, je ne vous cache pas, Alexis, sur un article je me suis dit, plus de mauvaise foi que ça, on ne peut pas. Je tairai ouais. le nom. Un chercheur français qui dit non, mais De Villiers exagère. Sur quelle période, c'était que 50 000 dollars. Alors attendez, je me dis 50 000 dollars. Travaillons à dollars constant, d'accord. Ouais, Quand le dollar vaut, je ne sais plus combien à l'époque, 30, 40, 50 francs, j'ai oublié le taux de change, hein. Dites, c'est colossal. C'est comme si aujourd'hui, mmh. il y avait une dotation de 200 000 ou 300 000 euros pour, je veux dire, pour un organisme, le comité d'action Jean Monnet. Vous savez qui était le président du conseil de surveillance du comité d'action Jean Monnet? Walter Allez-y. Hallstein. Donc, vous voyez que quand vous détricotez C'est la chose, c'est impressionnant, c'est impressionnant, en fait. On a affaire à une mafia, organisée pour détruire les démocraties, en fait. je vous donne, je suis désolé, Non, excusez-moi de poursuivre là ces non, petites mais c'est histoires, c'est des anecdotes. J'ai rarement eu l'occasion de rentrer dans ces petits détails, mais je trouve ah que c'est non, mais très parlant. c'est important. Quand dans les universités françaises, on crée vous savez, les parcours type sciences politiques, option Europe, ou droit Mmh, européen, ou mmh, institution européenne. Tous les gens qui sont passés par la fac connaissent ces labels. Je l'ai ouais, vécu moi-même quand je faisais mes études. bien sûr. Ces labels ont été créés dans les années 70 avec le pognon américain, en passant par le comité d'action Jean Monnet. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on donnait le comité d'action financé à hauteur. Je vous donne un exemple, hein. On a à Rennes ou à Paris des labels qui sont financés à hauteur annuelle, à hauteur de 10 ou 15 000 dollars à l'époque. D'accord. Alors évidemment, on me dira, c'est pas la mer à boire, 10 000 dollars pardon, sur 5 ans, sur les périodes de 5 ans. Mais quand vous êtes une université française, que vous avez besoin d'argent, et que tout d'un coup, vous avez une rentrée d'argent qui vous permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, d'inviter quelques chercheurs de plus, de favoriser des relations entre universités américaines et universités françaises, et que tout à coup ce pognon tombe à une condition, c'est que vous ayez un label institution européenne. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'université se fond dans le moule européen avec l'argent des États-Unis qui transite par le comité d'action des États-Unis d'Europe de Jean Monnet. Et ça permet de faire quoi? Ça permet petit à petit d'infiltrer les universités pour Bien favoriser sûr. les jeunes, les thésards, les Et étudiants, etc., à aller vers tout ce qui est mention Europe. Et vous ouais. détruisez à bas bruit un Et patriotisme par un argent qui, je le rappelle, vient officiellement de la Fondation Ford, c'est-à-dire des États-Unis.
Et est-ce que c'est pas les prémices aussi des programmes Young Leaders? C'est-à-dire qu'on va, marquer comme ça un parcours de vie où très tôt, on va savoir qui va être ensuite sélectionné pour être le Young Global Leader, de l'année je sais pas quoi, parce qu'il est passé par ces filières, donc il est déjà sur les radars. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce programme des Young Global Leaders qui est arrivé à terme. Sont des gens qui sont passés par tous les cercles transatlantiques qui existent, qui sont au pouvoir et qui sont en train de finir ce projet fédéral qui ne dit pas son nom. Ça a pris 30 ans, on va dire à peu près, hein, pour arriver à ce niveau de décrépitude. Or, on a les pires. Exact, alors complètement. Vous savez, à l'époque, dans les années 60, autre chose que je connaissais pas du tout, que je raconte dans mon livre, Jean Monnet avait comme objectif d'ailleurs, il avait c'était ça à un moment, c'était un vrai projet, hein, extrêmement avancé. Il rêvait de créer en France une grande université européenne, c'est-à-dire un campus dédié à l'Europe dans lequel il rêvait que tous les cerveaux français aillent. Ça veut dire qu'il avait une idée d'une formation concentrée à Mmh. l'intérieur de l'Hexagone, concentrée exclusivement sur la supranationalité et le fédéralisme. De Gaulle a compris, il a dit niet, je veux dire, pas tant que je suis là, en quelque sorte, et ça a donné lieu à des reports, des annulations, et finalement, c'est devenu l'école de Florence, l'école européenne de Florence, qui Oui. existe toujours aujourd'hui et qui Mmh. constitue d'ailleurs la fine fleur des juristes pro-Europe que moi j'ai pu croiser. Je suis de Strasbourg, je vis dans un environnement ultra pro-européen à Strasbourg, à côté du Parlement, du Conseil de l'Europe, etc. Imaginez le cauchemar pour un homme comme moi. Ouais. Mon cabinet techniquement Dans l'œil est du à 2 cyclone. kilomètres à vol d'oiseau, vous voyez, du Parlement européen. Bref, pour ce qui est des Young Global Leaders, c'est évident qu'il y a un parallèle entre les deux. C'est-à-dire que la reconnaissance par le jeu d'une opération de sélection, c'est clair, est en même temps parallèle à l'opération de sélection qui est favorisée par l'introduction des études européennes, par l'argent du comité d'action, etc. Là où je veux en venir, c'est que je me suis amusé à prendre dans mon livre la promotion du président actuel de la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Ouais. Guillaume. Et vous vous rendez compte, il suffit de la prendre cette promotion, que pour le coup, vous avez un assemblage de futurs Young Global Leaders chinois. Alors, vous savez, pro-Chine, parce qu'il y avait Ouais, il y avait oui. les YSL, les Young Global Leaders, oui, les Young Global Leaders, pardon, je me suis planté, pro-américains, enfin favorisés par les États-Unis, et il y avait également le programme des Young Global Leaders en faveur d'un rapprochement avec la Chine. Ouais. Et quand vous prenez une promo comme celle de Mathias Gueumard, vous vous apercevez qu'entre Sciences Po et l'ENA, vous retrouvez et les fleurs pèlerins et les autres, et tous les petits noms, d'accord, les gens, les Djebari, j'ai oublié son prénom maintenant, mais tous ceux qui sont passés sous l'égide de Macron, qui lui-même, évidemment, était l'un des Young Global Leaders. Donc ça Des signifie 2, hein. Macron et Édouard Philippe avaient, les 2 obédiences, hein, à la fois Chine et États-Unis, hein. Ils étaient Young Global Leader de tout le monde. exactement. Et la pépinière, d'ailleurs, c'est Le Monde qui parle, qui disait que c'est une forme de pépinière à élite. Et c'est Mmh. évident que le projet de Monnet et de l'Europe, c'est de fabriquer cette pépinière à élite pour une raison simple, c'est que, je vais vous dire, seules les élites trahissent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, De Gaulle a une phrase que je trouve extrêmement juste. Il dit à l'époque, le peuple comprend parce que le peuple sait ce que c'est la nation. Il dit le peuple et la nation, le petit peuple, dit-il, je crois même, il dit même, je crois, le populo sait ce que c'est la nation. Et il répond à perfide, par contre, la bourgeoisie, la seule chose qui compte de droite comme de gauche, c'est de dîner en ville. Mmh Et je mh. pense qu'en fait, l'Europe est une construction géniale, d'ailleurs diabolique, hein, d'un ensemble qui n'a pour but que de dîner en ville. Ça veut dire qu'une fois qu'on a compris Alors ça, justement, le côté, diabolique, le mot est lâché. oui, Le côté spirituel, parce que derrière, quelles sont la religion de ces gens-là? Est-ce qu'il y a pas un projet? On voit le drapeau bien sûr inspiré de la couronne de Marie, hein. Jean Monnet, lui, était chrétien, ah oui, je ne suis pas tellement intéressé à cela, oui. Ouais, mais je pense que c'est important aussi, derrière de voir parce que, rappelez-vous quand Giscard, travaille sur cette constitution de l'Union européenne, il voulait mettre, hein, le christianisme Oui. au cœur et il y a eu un grand débat en disant: «On peut pas faire ça, c'est compliqué». Mais je pense qu'il y a aussi quand même une question sur la religion ou la spiritualité au sein de ce projet parce que comme vous le dites, au sein de ce projet, au-delà des traîtres, à leur nation, il y a plein de gens qui sont des idéologues convaincus et qui pensent, faire vraiment un progrès pour l'humanité et pour, les citoyens de ce royaume d'Europe. Ah mais complètement, ce qui m'a d'ailleurs frappé, je le disais tout à l'heure, là je voulais revenir sur un mot que vous avez employé qui est très juste et qui scande d'ailleurs tout mon bouquin, c'est qu'on se rend compte qu'avec le temps,
le mot d'ordre qui revient, le slogan, d'accord, et il se cache pas beaucoup, que ce soit les élites officielles ou les gens dans les coulisses, on va dire. Le mot qui revient constamment, c'est le mot de révolution. Constamment. C'est incroyable. C'est-à-dire que dès les années 50, les petits sbires, qui sont en réalité pour moi nos vrais maîtres, utilisent constamment le terme de révolution. Je vous donne un exemple. Ah oui. Constamment. Je vous donne un exemple. L'un des hommes qui m'a le plus frappé, qui était pour moi, c'est vraiment, je pense, un fil rouge de mon livre, c'est un homme qui s'appelle Robert Lecour, qui était un juge français dont je raconte toute une partie de la biographie parce qu'elle est très éclairante sur ses rapports au gouvernement, à De Gaulle, à Paris, etc. Il est un militant acharné de la supranationalité et du fédéralisme, acharné. Et il produit, il écrit un édito dans les années, on est dans les tout débuts des années 60, 61, 62. Il écrit un édito, d'accord, qui passe un peu sous les radars, parce qu'évidemment, personne ne lit ça, c'est une glose vaguement juridique et tout ça. Mais alors, c'est fascinant. Il écrit noir sur blanc que le projet de l'Europe, c'est une révolution des consciences. Il dit qu'il faut, quasiment dans le texte, il faut une interpénétration des consciences, il faut une libération totale des citoyens à l'échelle du monde, donc ouvrir les frontières. C'est un rêve globaliste à la mode Jacques Attali, parce que le droit va fabriquer en gros un monde nouveau. C'est un rêve de cosmopolite éclairée, ou soi-disant éclairée, qui tourne à une sorte de dictature révolutionnaire qui fonctionne totalement sous l'égide du mot de révolution qui scande tout le bouquin. Et là où vous voulez... Voilà. J'ai mis le bouquin de Macron qui s'appelle Révolution et j'ai mis la version allemande, hein, Wir kämpfen für Frankreich. Voilà. Mais tout est dit. Et là où ça m'a fasciné, c'est que ce mot de révolution, c'est le mot que Jean Monnet emploie tout le temps. Tout le temps. C'est le mot que ces sbires vont utiliser dans les années 60, 70, 80, 90. Et quand vous voyez débarquer le mot révolution chez Emmanuel Macron, qui l'emploie alors qu'il devient, je disais tout à l'heure, le préfacier du mémoire de Jean Monnet, financé à l'origine par les Américains, on a la boucle est bouclée, c'est d'une logique, c'est presque... Vous voyez, je voudrais vous dire que c'est du complotisme, pas du tout. Il n'y a rien de plus sourcé cohérent. Au fond, il y a complot et il est une clarté biblique. Il y a complot totalement, il y a collusion et il y a surtout une idéologie, hein, qu'il faut combattre, qui est celle de faire croire que la France doit se fondre dans un ensemble continental au profit des intérêts allemands. Puisque finalement, que le projet européen soit allemand, ça fait sens. Ils sont une nation centrale, ça reprend le projet prussien et cetera, l'empire austro-hongrois d'une certaine façon, mais pour la France, ça n'a pas de sens compte tenu, de notre passé, colonial et puis aussi de notre présence, sur les océans. Pourquoi vouloir absolument ancrer la France dans ce machin voué à l'échec, avec des intérêts qui nous sont contraires? Là, franchement, je ne comprends pas et que certains le fassent pour, leur profit comme Emmanuel Macron et d'autres, d'accord, mais que d'autres assument et continuent de le faire et n'osent pas utiliser le terme Frexit parce qu'il serait, de facto sorti du jeu politique, c'est scandaleux. C'est une lâcheté sans nom en réalité. Oui, alors je pense qu'il y a déjà, nous avons une élite, pour ce qu'on appelle une élite désormais, il y aurait beaucoup à dire, mais bref, l'élite qui a trahi, je pense que c'est une élite qui est aussi tellement biberonnée qu'elle en a oublié d'être intelligente. C'est-à-dire que je crois profondément que la trahison des élites va de pair avec la stupidité des élites, honnêtement. Je crois qu'il y a un monde liquide dans lequel nous sommes entrés qui a également eu un impact clair sur les cerveaux de ceux qui, soi-disant, se considèrent intelligents, quelque chose comme ça. D'accord. Parce que c'est ça, les élites, c'est un terme totalement galvaudé. On parle de parasites, on parle de mafia, mais faut arrêter de parler d'élite en réalité. Oui, faut arrêter de parler d'élite. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que ça me gêne même. Mais admettons, ceux qui sortent des écoles qui sont fléchées, on va dire, deviennent pour moi j'ai envie de dire, il y a une généralisation de l'abruti, je veux dire, qui est assez frappante à ce niveau-là. Maintenant, là où la chose est plus pernicieuse, en quelque sorte, vous me demandez tout à l'heure sur la révolution, la modification des consciences, là où la chose est plus pernicieuse, c'est que, en réalité, ce rêve révolutionnaire, il est idéologique, et il est idéologique parce que il est fondé par des gens qui sont des croyants, d'accord. Il y a vraiment quelque chose comme c'est des obsédés, d'accord, qui en ont fait toute une vie autour de cela. C'est-à-dire que, ça m'a frappé que nombre de résistants, parce qu'il y a aussi des résistants dans l'affaire, ils soient sortis de la guerre en étant résistants et manifestement leur résistance n'est pas entachée de quoi que ce soit, il n'y a pas de compromission, d'accord. Et comment est-ce que tout cela vont se rallier au rêve européen? Mais le problème est très simple. Je pense que quand vous avez passé 50 ans de votre vie à croire quelque chose,
vous vous dites que finalement cette chose doit finir par exister. Vous voyez, c'est Oui, une forme, oui. c'est un mélange entre une méthode Coué et on va dire et du néo Matrix, d'accord. C'est-à-dire, vous savez, à force de prendre la pilule rouge, peut-être que je finirai par ne pas voir le fond du terrier, vous voyez, mais on verra le monde dans sa plus belle des splendeurs en quelque sorte, mais de façon plus pernicieuse. Moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que nous retenons en France un nom pour la Constitution européenne, celle qui a achoppé mais qui est devenue Lisbonne, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Absolument, oui, oui. Giscard, et on dit d'ailleurs souvent qu'Emmanuel Macron est une forme de Giscard moderne ou contemporain. Oui, C'est-à-dire, il a repris le fédéralisme typique du giscardisme, et en plus, on est il bien, a on est bien. le même lien avec les réseaux transatlantiques, avec les réseaux européens. Bien C'est sûr, un, bien c'est sûr. un obsédé de l'Europe. J'allais dire Jean Monnet, mais je parlais d'Emmanuel Macron. Mais vous voyez, Ouais, c'est les mêmes. on n'est pas si loin. Et moi, ce qui m'a intrigué, c'est que pourquoi est-ce que De Gaulle, alors je m'excuse du terme, mais pète un câble contre l'Europe à l'époque et crée le fameux épisode de la chaise vide? Mmh. C'est parce qu'à l'époque, Walter Hallstein, une énième fois, donc l'ex-SS devenu président de la Commission, prononce un discours dans lequel au Parlement européen, d'accord, il dit au Parlement, qui est à l'époque pas encore l'Assemblée commune, il dit à l'époque, qui deviendra le Parlement élu au suffrage universel plus tard, peu importe, Walter Hallstein dit devant les parlementaires que l'objectif, c'est la Constitution, c'est la création d'une Constitution européenne au service d'un État fédéral. Donc Hallstein, il ne se cache pas. Il dit, je veux une Non, Constitution européenne et un État fédéral. voilà. Là où chez nous, on a des égards à en parler. Ah, on n'en Et parle là où pas. ça devient intéressant, c'est que De Gaulle, le soir même, entend la chose et il va d'emblée, en quelques heures, décider que tous les fonctionnaires d'Europe rentrent en France, c'est terminé. Il veut un bras de fer absolu avec ces gens-là, dont Walter Hallstein en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français vont se lever là-dedans avec une espèce de duplicité et d'amour C'est durant fou. des décennies, alors que, à la limite, les Allemands le comprennent, c'est leur modèle. Les Allemands, c'est un État fédéral, d'accord, depuis maintenant bien longtemps. Ils comprennent ça et en plus, c'est au service de leur intérêt. Preuve Ben en est, voilà. l'euro, je veux dire, qui est une fabrique à richesse allemande et une fabrique à destruction française, d'une certaine manière. Les Allemands, ils sont bien. Nous y sommes très mal. Mais le problème, c'est que le prix de la trahison française, c'est le prix aussi d'une reddition en faveur de l'Allemagne, comme Giscard n'aura, à mon avis, pas réalisé que militer pour une constitution européenne et pour un État fédéral, c'est satisfaire, au fond, les intérêts d'une Allemagne qui était encore gouvernée à l'époque par Hallstein, l'ex-nazi, bien plus que de satisfaire les intérêts français. Mais on le refait encore et on fait le lien avec, Macron et sa haute trahison et son discours de lundi, à l'île Longue, où l'idée de cette dissuasion dans la profondeur est de simplement autoriser l'Allemagne à se doter de l'armement nucléaire français et de décaler, les intérêts français stratégiques ou vitaux du côté de l'Allemagne, avec, l'idée évidemment de faire de la Russie un ennemi héréditaire qu'elle n'a jamais été. C'est quand même scandaleux de voir qu'un seul homme, Emmanuel Macron, est capable d'emmener tout un pays avec tout un tas de corrompus, de vendus, de ce qu'on veut, mais sans opposition farouche pour dire il faut que ça cesse. On est en 2026, l'Europe est un radeau qui prend l'eau de toutes parts, on ne peut pas continuer comme ça. Et lui, bah, continue parce qu'il y a un plan et que année après année, on va mettre la petite pierre à l'édifice et cet édifice, bah, on ne pourra plus lutter contre ça parce qu'en plus cet édifice va mettre en place des lois de censure. C'est quand même dingue ce qu'on vit. Bah, Ah moi, je mais suis outré. moi je suis sidéré, outré par la conjonction de l'agenda. C'est-à-dire qu'en fait, on Ah, parle évidemment c'est dingue. de la dissuasion nucléaire et de ce comité de pilotage avec l'Allemagne, ce qui, je le disais d'emblée, ce qui signifie qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, le nucléaire sera bradé je veux dire, à vil prix et à plus ou moins moyen terme ou à long terme à l'Allemagne. Je veux dire, c'est une évidence, mais Bien pourquoi sûr. je dis ça? Parce que vous vous rappelez, Alexis, il y a pas si longtemps, et d'ailleurs c'est toujours le dossier est toujours suspendu à la Cour de justice européenne, nous avons le Mercosur. Ouais, Le Mercosur qui est la satisfaction absolue des intérêts allemands, qui ont encore une fait fois. absolument n'importe quoi dans leur relation à la politique énergétique et dans le fait qu'ils ne vendent plus un broc de bagnole en Chine. Donc ils s'achètent un nouveau marché, en l'occurrence notamment je veux dire, les pays du Mercosur, d'Amérique latine, parce qu'il faut bien qu'ils aient un débouché pour leurs bagnoles. C'est ça, Si les c'est Allemands ne ça. vendent pas de voitures, ils vont crever. Je veux dire, c'est pas très compliqué à comprendre. Et Donc, le problème aussi, c'est qu'ils ont plus d'énergie. Ça va être encore plus compliqué pour eux là, pour faire des bagnoles, mais bon, ah c'est mais un autre sujet. complètement. Donc, ils sont pris à la gorge et le Mercosur est une espèce de voie de sortie pour les intérêts allemands. Ce qui veut dire qu'en 2 mois,
ou en 3 mois, ça dépend comment on le voit, parce que en réalité, c'est un dossier de 10 ans, le Mercosur, mais en 3 mois-là, à grande échelle, Macron a été capable de laisser tomber les agriculteurs en faisant semblant de résister, alors qu'on sait très bien qu'il était favorable au Mercosur depuis des années, même s'il prétendait le contraire à demi-mot, parce qu'il n'osait pas le dire, mais il était favorable à cela. Donc, il a réussi à vendre la France sur le Mercosur et à lâcher l'affaire des agriculteurs. Et dans un deuxième temps maintenant, de sa seule et unique volonté, il est en train de mettre en place une sorte de comité de pilotage et donc de gestion du nucléaire français à l'aune d'une Europe qui vient pourtant de l'humilier sur le Mercosur par la voix de Ursula, qui C'est est à la fou. fois la porte-parole de la Moi, Commission j'en et la suis une folie. porte-parole des intérêts allemands. Alors justement, sur Ursula, on voit dans le chat, merci, Ineffable, Ernst Albrecht, le père d'Ursula von der Leyen, qui était lui aussi un haut fonctionnaire européen, il faut le rappeler. Mmh. Quel est son apport, au-delà de sa fille, hein, à la construction européenne et quelle était sa pensée? Ah, alors là, je vous cache pas que j'ai pas travaillé sur la famille von der Leyen Ah! du tout. Là, Dommage. c'est un en fait, ce que j'ai fait, mais c'était le projet du bouquin, c'était justement d'aller farfouiller pas sur les biographies, je dis pas qu'elle est très connue, mais d'aller taper dans les endroits. Oui, les hommes gris, ouais. Ouais, et Mmh. les hommes gris, et je vais vous cacher, les hommes gris qui sont les rares à avoir un petit peu avoué ce qu'ils ont dit, parce que très souvent, c'est aussi une conspiration du silence, comme disait d'ailleurs Philippe Séguin en Absolument, 92 c'est en fou. parlant de Maastricht. Or, on s'aperçoit que certains ont un petit peu ouvert leur gueule avec le temps, ils se sont sentis un peu désinhibés, et donc on a des témoignages assez clairs. Ce n'est pas le cas avec tout le monde. Ouais, alors bon, du coup, on fera un autre sujet sur, la famille von der Leyen parce que c'est vrai que peu de gens le savent, hein, mais elle vient aussi d'une famille Oui. de hauts fonctionnaires européens d'un côté et puis la haute noblesse, allemande de l'autre avec, les conflits d'intérêts qu'on connaît. Pour ce qui est de la trahison qui continue et de Macron qui n'en finit pas, aujourd'hui, au-delà de la gentille, trahison vers un projet technocratique d'élite, autoproclamée, qui se soustrait à toute, besogne démocratique, on va dire, l'Union européenne devient un projet de censure et de contrôle. Là, on passe aussi dans une deuxième étape où c'est parce que justement c'est un signe de faiblesse, ou ça fait partie du plan de dire bon bah dorénavant les débats nationaux anti-européens doivent être traités comme des discours de haine ou un danger de l'intérieur qui doit être effacé de la carte politique. Alors, j'ai envie de vous dire, les deux, mon général. Que je disais tout à l'heure, le projet de Jean Monnet, le projet de l'Europe, c'est une Europe technocratique, sans représentants, sans discussion démocratique, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, les rares qui voulaient un Parlement européen se sont affrontés à Jean Monnet, parce que Jean Monnet, c'était son cauchemar, c'était d'avoir une association des peuples, un référendum, la démocratie directe, bref, le cauchemar des technocrates. Donc, d'une part, l'idée, si vous voulez, qu'il voit mieux que nous et que dans une forme de scientisme ou de saint-simonisme, si je puis dire, il fonde un mouvement dans lequel les choses s'organisent naturellement par le biais des experts sans que quiconque n'ait le droit d'ouvrir sa gueule. Et pour moi, logique eu égard au fonctionnement même des premiers traités, des discussions inaugurales. En gros, Jean Monnet détestait la démocratie Ah et tous bah ses ouais. sbires aussi. Donc, si vous voulez, c'est logique. Maintenant, sur le raidissement actuel, je pense quand même que le raidissement est le fruit du désastre européen depuis maintenant grosso modo une vingtaine, une trentaine d'années. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a deux choses que je voudrais vous dire. Premièrement, ça me frappe toujours, on oublie, dans les années 70, Georges Pompidou organise un référendum sur l'élargissement de l'Union européenne, enfin la construction européenne à l'époque, la CEE, à l'Angleterre, puisque le général de Gaulle ne souhaitait pas avoir la perfide Albion à l'intérieur du système européen. Ouais. Et en fait, les Français disent oui à l'Europe à 60-65%, je crois 65 il me semble, mais pour Pompidou, il le dit clairement, c'est un échec majeur pour lui, parce qu'en fait, peu de gens vont voter. C'est dingue. Ça veut dire que les Français ne sont pas des fanatiques de l'Europe parce Non. qu'ils votent à 65% pour l'Europe, mais ils ne se déplacent pas pour aller voter à une époque où les gens vont largement voter. On n'est pas du tout dans les périodes actuelles où plus personne va voter parce qu'on a bien compris le cirque. À l'époque, les gens se rendent aux urnes, vous voyez, dans les années 70. Ce qui veut dire que dès le départ, il n'y a pas un engouement dingue des Français à l'égard de l'Europe. Et si vous prenez les choses sur le temps long, on n'est pas les seuls, mais tout de même, on est souvent un peu révélateur du mouvement. Ça veut Ouais. dire qu'en 92, Maastricht est passé à deux doigts de la catastrophe. Après un premier référendum, je viens de le dire, qui était assez poli
dans son engouement européen très relatif. Oui. Et ensuite, vous avez la catastrophe de 2005 pour les européistes, c'est-à-dire le non marqué extrêmement clair des Français à la Constitution européenne. Tout ça pour dire qu'en 2026, je pense qu'il y a un effroi réel, il y a une tétanie qui a saisi les élites européennes, qu'elles soient à Bruxelles ou en France d'ailleurs, hein, Mmh. pro-européennes, j'ai envie de dire, parce qu'elles constatent que le bateau prend l'eau de toutes parts, que les indices s'accumulent, traduisant la faiblesse et le désastre, j'allais dire même l'apocalypse que constitue l'Europe, c'est-à-dire vous prenez l'immigration, la sécurité, la libre circulation, la question économique, la question monétaire, la question de l'endettement, etc. On a l'impression que le mur de la honte et le mur de la paupérisation est en train littéralement comment dire, de Broyé. se rapprocher de nous. Ouais. Donc je pense que l'Europe stresse, tout simplement, il y a une forme de stress presque post-traumatique, si je puis dire, qui se traduit dans une volonté de fermer les vannes, parce que désormais, ils ont une peur, une panique, c'est que le système aille au bout de son anéantissement par une implosion presque naturelle. Je vous donne un Ouais. exemple précis. J'ai vu une tribune dans Le Monde circuler, une tribune d'hier ou avant-hier, une tribune dans Le Monde je ne sais plus qui écrivait ça, mais le titre de la tribune, c'est 2027 pourrait être une sorte de grand référendum sur pour ou contre l'Union Absolument. européenne. Ouais. Pourquoi? Parce que le clivage est en train de monter comme peut-être jamais depuis 50 ans, parce que les gens s'aperçoivent parfaitement bien que l'entourloupe est magistrale et que les résultats sont extrêmement médiocres. Ça, on l'a vu effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Ghislain Benassa d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre «Nos vrais maîtres», aux éditions de L'Artilleur, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. Une galerie de portraits, une plongée dans l'histoire de tous ceux qui ont choisi de trahir la France pour des intérêts, américains, on va dire Notamment, bien globalement. sûr. Avec évidemment, Jean Monnet. On n'a pas parlé de Robert Schuman aussi, qui fait partie de ces noms donnés, à toutes les institutions européennes et partout. Mais, lui, quel était son rôle aussi, peut-être pour finir, parce qu'on a parlé beaucoup de Jean Monnet, mais Robert Schuman aussi, est quelqu'un qui était un ancien ministre des Affaires étrangères français et qui a choisi, cette voie européenne. Ah, pour terminer, c'est parce que je trouve que c'est fascinant. Quand Robert Schuman a lu sa fameuse déclaration du 9 mai 1950, hein, qu'on célèbre tous les ans le 9 Mmh. mai, c'est la grande journée, La la journée de journée l'Europe, de hein. l'Europe, exact, la Voilà. journée de l'Europe. Très simple. Robert Schuman, quelques heures avant de lire cette fameuse déclaration Schuman qui a ouvert l'Europe, n'avait jamais lu cette déclaration, il n'a jamais posé les yeux dessus, il l'a jamais écrite, il ne la connaissait pas, il savait pas ce qu'il y avait dedans, il l'a découvert en même temps que le monde entier, puisque à D'accord. part les États-Unis, Jean Monnet, Paul Reuter et les 4 dans son bureau, personne ne l'avait lu. Ce qui fait qu'en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que Robert Schuman dira même plus tard, bah, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. En gros, il dira, j'étais ravi de la découvrir le jour où je l'ai lu. Donc Robert Schuman, évidemment, c'est un Waouh! pro-européen, mais c'est un Ouais. homme qui a été embarqué par Jean Monnet parce que Jean Monnet avait besoin d'un visage, donc d'un Mmh. ministre. Ce visage-là était parfait pour lui parce qu'évidemment Robert Schuman était un Européen convaincu, mais il n'empêche, en fait, Robert Schuman est lui aussi une sorte d'assistant de Jean Monnet qui aura su, d'une manière ou d'une autre, par la suite, jouer de cela, mais n'était rien de moins qu'un jouet entre les mains du parrain à l'origine, Mmh. en tout cas dans les premiers temps. Bah, merci beaucoup, c'était passionnant, Guilain Benassa. Je vous invite à mettre, des pouces sous cette vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne du Monde Moderne sur YouTube si c'est pas déjà fait, à en parler autour de vous et partager un maximum, cette vidéo. On aura l'occasion d'en reparler évidemment ici avec d'autres invités parce que, je suis assez d'accord sur le fait que pour moi 2027, si l'élection a lieu, sera une élection et peut-être la dernière chance qu'on aura pour, mettre à fin à cette folie idéologique qu'est, l'intégration européenne vers, davantage de fédéralisme, et la mort de l'État français. Voilà, donc ça me semble important d'en parler souvent ici au Monde Moderne et vous le savez si vous nous suivez et je vous invite à vous procurer, le livre de Ghislain Benassa qu'on trouve en librairie et aussi en ligne j'imagine, Oui, «Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE». Merci beaucoup Ghislain merci à vous. et à bientôt. Au À revoir. bientôt, Alexis. Et voilà, hop, pardon, je vous fais sortir Guilain, à bientôt.
Et voilà, Guilain nous a quittés, mais il reviendra, parce qu'effectivement, il faut parler, de ce projet européen et de ce qui ne se dit pas, c'est-à-dire ce fédéralisme qui voudrait nous entraîner vers encore davantage de dilution de pouvoir et surtout une non-démocratie, parce que c'est de ça dont il est question, un projet profondément antidémocratique et élitiste au sens affreux du terme, c'est-à-dire une mafia de privilégiés qui profitent de pouvoir, qu'ils s'arrogent et qu'ils prennent, aux dépens des populations.